C'est très important. Donc le projet de décentralisation, c'est un enjeu énorme. C'est pas un enjeu tunisien, c'est un enjeu qui est mondial. On voit avec la France, avec tout ce qui est industriel. Donc on aimerait bien avoir votre avis. Comment vous voyez les choses, la décentralisation en Tunisie, comment faire? Est-ce qu'on garde une capitale? Est-ce qu'on promouvoit une autre? Comment vous voyez ça? Merci. Mais sur toutes les questions, je commencerai par celle de monsieur sur le tourisme et sur la cherté des billets pour rentrer en Tunisie. Encore une fois, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nadia. Bon. Et sur le tourisme, bon, effectivement, il y a cette politique du all inclusive qui a été faite tout inclus des personnes qui venaient, et il ne faut pas oublier une chose quand même. Bon, il y a le pour et le contre là-dessus. Alors le contre, c'est tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a une baisse dans la qualité du tourisme. On a fait, effectivement, on a voulu attirer les touristes à bas coût et jouer sur la quantité. Contrairement au Maroc qui a joué sur la qualité et qui, lui, gagne sur tous les tableaux. Il gagne sur la qualité parce qu'il y a des gens qui vont pour la qualité, mais il y a aussi un nombre suffisant de touristes au Maroc. Donc les réformes qu'a fait le Maroc, on devrait les faire si on veut tenir la concurrence. Voilà, c'est quelque chose de très important. Ça, effectivement, ce tourisme à bas coût, on voit qu'on ne s'y retrouve pas. Alors je voudrais quand même faire une nuance, une remarque. Pendant les 3 dernières années qu'on a passées, quand il y a eu le terrorisme, l'instabilité et tout ça, on a vu qu'après la Révolution, le nombre de touristes a baissé. Et le nombre de touristes en Tunisie a baissé des destinations qui nous donnaient les plus gros contingents de touristes, c'est-à-dire français, allemands, italiens. Cela, c'est-à-dire essentiellement un tourisme d'Europe de l'Ouest avec des gens qui avaient un pouvoir d'achat correct, on veut dire. Quand ils allaient à l'hôtel, ils dépensaient à l'extérieur dans tous les petits commerces qu'il y avait autour. Alors, par quoi ils ont été remplacés les premières années? Et heureusement qu'ils étaient là, c'est un tourisme d'Europe de l'Est. Alors certains disent, oui, les Européens de l'Est viennent, ils sont tout le temps à l'hôtel, ils ne consomment rien, il y a ce système de all inclusive. Il y a eu des Anglais aussi. Alors chez Rim, les Anglais, bon, ils peuvent boire tout ce qu'ils veulent toute la journée. C'est vrai que là, c'était... Non mais c'est ça, c'est sans limite. C'est-à-dire, même s'ils consomment en plus, je me demande si l'hôtel est gagnant. Bon, s'ils le font, c'est qu'ils sont gagnants. Mais ils consomment tout ce qu'ils veulent. Ils mangent tout ce qu'ils veulent, ils boivent tout ce qu'ils veulent. Mais ils restent à l'hôtel et ils sortent très peu. Et ils ne consomment pas autour. Et ils disaient, oui, c'est les Européens de l'Est, ils ne consomment pas parce que ils n'achètent rien à l'extérieur puisque tout est à l'hôtel. Tout est à l'hôtel, ils ne consomment pas. Alors, moi je ne vais pas me plaindre qu'il y ait des touristes qui viennent parce que s'il n'y avait pas eu les Européens de l'Est, il n'y aurait pas eu de touristes du tout. Puisque les Français et les Allemands, les Italiens, qui étaient ceux qui venaient habituellement, ne voulaient plus venir pour diverses raisons, parce qu'ils ne se sentaient pas en confiance. Heureusement qu'il y a eu ces Européens de l'Est. Et les hôtels étaient pleins en partie grâce à eux. Alors, ça a permis de sauver des emplois. C'est quand même très important. C'était une solution d'urgence, parce que si ces emplois ont tenu, on a perdu les emplois dans le tourisme, mais si ces emplois ont tenu, c'est parce qu'il y a eu des touristes qui ont remplacé ceux qui ne venaient plus d'autres pays. Alors maintenant, il faut arriver à garder cela, que les touristes d'Europe de l'Est continuent à venir en Tunisie, mais que les touristes d'Europe de l'Ouest reviennent. Alors il y a une grande illusion aussi, c'est qui est véhiculée par les islamistes en particulier, c'est un tourisme islamo-compatible, c'est-à-dire ils veulent un tourisme musulman. Bon. Dire les Européens, on n'a pas besoin. Moi, bon, s'il y a un tourisme musulman, comme a fait ce qui a été fait en Turquie, pourquoi pas? Des gens qui veulent être dans des hôtels où on ne sert pas d'alcool, où il n'y a pas de boîte de nuit, mais du moment qu'on n'est pas tous les deux dans le même panier, du moment qu'on préserve le tour. Bon, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des gens qui viennent et qui veulent un tourisme qui soit sous ce modèle-là. Du moment qu'ils viennent en Tunisie, qu'ils y viennent, qu'ils dépensent, ça ne me gêne pas. Mais du moment qu'on sauvegarde le modèle existant. Parce que on ne peut pas complètement changer de modèle sans prendre des risques. On peut aussi se foutre le doigt dans l'œil. Parce que si on veut attirer des touristes certains nous disent des Turcs. Mais qu'est-ce que les Turcs viendraient faire en Tunisie? Ils ont un pays magnifique. Pour faire le tourisme interne, ils vont rester chez eux. Le tourisme intérieur, ils vont rester chez eux. Ils ont un pays magnifique. Non, mais je dirais que j'aimerais bien qu'ils viennent en Tunisie. Ça a été leur colonie. C'était une colonie. Ils sont déjà venus, ils sont restés longtemps. Mais donc, aujourd'hui, les Turcs qui veulent faire du tourisme interne, ils ont la mer, ils ont la montagne, ils ont plein de choses, ils ont un pays très divers. Bon, cette clientèle ne viendra pas massivement en Tunisie. Même chose pour la clientèle du Golfe. La clientèle des pays du Golfe, les riches arabes du Golfe qu'on voudrait nous amener, ceux-là, ils recherchent un grand luxe qu'ils trouvent ailleurs qu'en Tunisie. Voilà. Et qu'ils trouvent ça ailleurs qu'en Tunisie, monsieur. Voilà. Donc ça, il ne faut surtout pas faire l'erreur de changer de modèle en étant pas sûr de gagner sur un nouveau modèle. Bon, il faudrait faire, les Turcs là-dessus ont essayé de diversifier leur tourisme et ils sont arrivés à attirer des clientèles très différentes. C'est sans doute la voie qu'il faut suivre avec les réformes nécessaires.
Bon, voilà, sur essayer de garder les touristes qu'on a aujourd'hui en attirant ceux qu'on a perdus et en attirant d'autres éventuellement, voilà, et je n'ai aucune exclusive par rapport à ça. Je finis parce que je voulais répondre complètement à la question de monsieur sur le coût des billets. Sur le coût des billets, quand même, bon, le coût des billets, moi j'entends cette réflexion de partout. À la fois dans ma famille, chez des amis, chaque fois que je rencontre la communauté tunisienne, on me dit les billets sont trop chers, on ne peut pas rentrer. Bon, comme disait Nadia, Tunisair paye une politique qu'il a conduite là où elle est. Ça a été, comme elle a utilisé la vache à lait de l'État. On a mis des gens là-bas, des emplois fictifs, des gens qui ne travaillaient pas. Donc à côté, heureusement qu'il y a des gens qui travaillent. Quand il y a une personne qui ne travaille pas dans une administration, une société, heureusement qu'à côté, il y en a qui travaillent pour deux, pour arriver à faire tourner l'administration de l'entreprise. Et c'est ce qui se passe à Tunisair. Hein. Moi, je connais des gens qui sont à Tunisair et qui travaillent, et qui survivent pour leur métier. Moi, par exemple, quand je viens en France, ou partout ailleurs, par principe, je prends Tunisair sans regarder les prix. Bon, je veux dire, j'ai les moyens de le faire. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, je comprends qu'il recherche le moins cher. Bon, moi, je me dis, par patriotisme, je prends Tunisair quoi qu'il arrive. Et si je ne prends pas Tunisair, c'est qu'il y a une raison par rapport aux horaires. Il y a une fois où j'ai pris Air France, j'avais besoin d'un avion qui partait très tôt pour être à l'Assemblée le matin. Bon, donc il n'y avait que l'avion d'Air France, c'est le seul qui me permettait de faire ça. C'est la seule fois où j'ai pris Air France en 2 ans de mandat. Et pour une bonne raison, c'est-à-dire pour être à l'Assemblée le matin, pour y être à 10h et pas... je ne pouvais pas me permettre d'y être à midi. Voilà. Donc là, il faut faire preuve de patriotisme et renforcer Tunisair de cette manière-là, surtout quand Tunisair est en situation difficile. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas faire l'impossible, ça c'est vrai. Alors moi, bon, on essaie de réfléchir à des solutions alternatives. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus inventif. Et je pense qu'avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, on a des gens qui sont habitués à innover quand on voit leur parcours dans les différents secteurs dans lesquels ils sont passés. À commencer par le Premier ministre, M. Mahdi Joma. Bon, une formule à laquelle je pense, je dis quand quelqu'un a des petits revenus ou a une famille à charge, bon, pourquoi pas faire des tarifs familiaux? Parce que, qu'est-ce qui vaut mieux que tout? Oui. Et voilà, bon, il y avait des choses, des tarifs familiaux, voilà, c'est des choses qu'il faudrait remettre en place. Pourquoi? Parce que, on va dire, est-ce que sur les tarifs familiaux, des tarifs sociaux ou autre chose de ce genre-là, parce qu'on signe un smicard, par exemple, avec sa famille, s'il ne vient pas, s'il reste en France, bon, il ne va rien dépenser en Tunisie. Ça va, mais retraité. Oui, bon. Monsieur, je parle des gens à petits revenus de manière générale, je ne rentre pas dans les détails. Les gens à petits revenus, qui a une famille à charge, bon, on se dit, bon, s'ils n'ont pas la possibilité de venir, bon, l'État peut donner un coup de pouce, c'est-à-dire au niveau du billet. Et ça, il faudrait qu'il y ait la volonté de le faire, même si on a des marges très réduites aujourd'hui. Mais je pense qu'on y gagnerait en comptant ce qu'on perd, ce qu'on paye d'un côté et ce qu'on gagne de l'autre. C'est qu'une personne à petit revenu avec sa famille, si elle ne vient pas du tout, ben, elle ne dépensera rien en Tunisie. Elle ne paiera pas le prix du billet à Tunisair et elle ne dépensera pas un sou en Tunisie. Elle n'amènera pas de devise. Par contre, si on leur donne le coup de pouce nécessaire pour qu'ils payent le billet, quelqu'un qui a, bon, disons 1000 € par mois, je parle d'un smicard qui a 1000 € par mois. Bon, 1000 € par mois, en France, on vit très mal avec. Donc, en allant passer un mois en Tunisie, on vit très bien avec 1000 €. Et 1000 €, bon, un petit coup de pouce pour le billet, 1000 €, on les dépense. Ça fait du bien à l'économie tunisienne, ça fait rentrer des devises, et les personnes qui sont allées passer un mois là-bas sont très heureuses après. Je vois par exemple, oui, là je perds un peu le fil de... Voilà, donc ça, il faudrait voir des solutions innovantes de ce côté-là. Réinstaurer des tarifs sociaux, réinstaurer des tarifs familiaux, et que l'État voit ce qu'il gagne en donnant un coup de pouce aux familles modestes pour leur permettre de pouvoir dépenser leur argent en Tunisie pendant l'été. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être fondamental. Je n'ai pas fini là-dessus, je vais répondre à toutes les questions. Je peux dire un mot sur le tourisme. J'ai une autre question. Mais parce que moi, j'ai passé une semaine, effectivement, du côté de Djerba, sur la côte, en face, pour pas cher, dans des conditions tout à fait bien. J'ai été dans le pays, je suis pas resté à l'hôtel. Bon, voilà, les Français en voyage, hein. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les amis tunisiens qui sont en France n'utilisent pas les mêmes moyens que nous pour aller en Tunisie. Parce qu'après tout, il suffit d'aller dans une agence, et pour 250 €, on a une semaine à l'hôtel, vol compris, aller-retour. Il ne passe pas une semaine. Pardon? Ah oui, si vous l'avez plus longtemps. S'il a une maison, vous voulez revenir chez vous, ça c'est une chose. Oui, très bien. Et ce que dit monsieur, vous connaissez des gens qui réservent à l'hôtel et qui n'y vont pas. Oui, voilà. Oui, vous pouvez réserver et pas y aller. Exactement. S'il vous plaît, il y a une question, il attend son tour parce que sinon ça va devenir une chachouka à la tunisienne. Donc, Je pense que bon, là j'ai... Les deux députés n'ont pas le pouvoir non plus d'accéder les questions. Vous savez, un des gros problèmes qu'il y a aujourd'hui en Tunisie, s'il vous plaît, oui,
Un des gros problèmes qu'il y a aujourd'hui en Tunisie et qu'on constate, c'est qu'il y a, bon, quand je parle d'un manque d'innovation, c'est vrai qu'on est aujourd'hui obligé, l'administration a formidablement bien travaillé au lendemain de la Révolution, et elle a permis au pays de tenir, parce que on a, depuis l'indépendance, grâce au président Bourguiba, encore une fois, une administration performante, assez calquée sur le modèle français. Maintenant, dans l'administration, bon, il y a toujours, après la Révolution, un relâchement. Alors, arriver à amener des solutions innovantes, aujourd'hui, c'était pas, il n'y en a aucune qui est passée. Et on voit aujourd'hui, au niveau des gouvernements, un manque absolu de coordination. Donc, dès qu'on veut faire avancer un projet, bon, ben on risque souvent d'avoir des portes fermées ou avoir un maillon de la chaîne où ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai qu'on doit d'abord refaire en sorte que tout fonctionne correctement pour arriver à pousser des solutions de ce genre-là. Bon. Ce qui me paraît indispensable, sinon on ne s'en sortira pas, sinon on aura perdu sur tous les plans, le Tunisair devra licencier massivement ou fera faillite, et les Tunisiens qui sont en France ne pourront pas revenir en Tunisie, et le tourisme ne fonctionnera pas mieux. Donc voilà, essayez de voir un peu là où l'État peut investir un peu d'argent pour effectivement gagner plus sur d'autres tableaux. Sur le modèle économique et social, donc vous aviez votre question là-dessus. Bon, la Tunisie, c'était quoi l'économie tunisienne et ce qu'on peut faire aujourd'hui? L'économie tunisienne, c'était une économie à forte intervention étatique, avec une très forte présence de l'État. C'était une économie avec un État social dont les fondements ont été mis en place depuis l'indépendance et qui a été renforcé après, quand on voit par exemple le système des subventions, le système de subventions, et ça c'est un système qu'il faut défendre, qu'il faut réformer, mais qu'il faut défendre, qu'il faut maintenir, et sur les produits de base. Parce qu'on voit que sans ces subventions qui existent depuis l'indépendance et qui ont été renforcées après, sans ce système de subvention, beaucoup de gens ne pourraient pas survivre, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, payer la baguette de pain moins cher, payer les produits de base, c'est-à-dire tout ce qui est les semoules, les pâtes, la farine, le riz, l'huile, les produits de base, ainsi que le carburant pour les entreprises, c'est quand même important. Alors tout le monde n'en a pas besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que le modèle a réussi d'une certaine manière, puisque la classe moyenne a augmenté en volume, mais il y a des gens qui bénéficient aujourd'hui de ces subventions puisqu'elles sont accordées à tout le monde. Il n'y a pas de condition pour en bénéficier. C'est le prix à l'achat. Donc aujourd'hui, elles bénéficient à des gens qui n'en auraient pas besoin. Donc moi, je considère que je serais prêt à payer plus cher tous ces produits si j'en ai les moyens, du moment que on garantit à la personne qui, elle, ne veut pas survivre autrement, de les payer à prix réduit. C'est quelque chose d'indispensable. Voilà, il faut maintenir ce système et le réformer, et pas seulement en baissant les subventions. Ça, ce qui a été fait. On a vu un exemple il y a quelque temps sur l'augmentation du prix des boîtes de tomates. Et c'est une erreur monumentale. Et ça, je tiens à dégager la responsabilité de l'actuel gouvernement, c'est des décisions du gouvernement de la Troïka. C'est la Troïka qui avait augmenté les prix une première fois et qui avait programmé une deuxième augmentation que ce gouvernement était obligé de faire, parce qu'il était programmé, c'était impossible de revenir dessus. Donc ce n'est pas ce gouvernement qui a fait ses choix. Ça, c'est des choix qui sont très pénalisants pour les petites gens, pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer plus. Voilà, mais ça fait partie de l'alimentation de base des Tunisiens. Donc, alors, là aussi, il faut être innovant. Soit avoir un système qui réserve ces produits à certaines personnes, soit certains présenter une carte de rationnement à la caisse, c'est-à-dire avec une certaine quantité autorisée par semaine de produits subventionnés, pas plus, sinon ça ouvrirait la porte à des trafics et à du marché noir. Il y aurait des gens qui achèteraient, ceux qui peuvent acheter, qui ont droit à ces produits, qui achèteraient, qui revendraient après. Bon, il y a aussi les produits qui partent en Libye, des Libyens qui achètent et qui vont vendre moins cher en Libye. Il n'y a pas de raison que l'État tunisien subventionne le consommateur libyen. Et là, effectivement, il faut des contrôles de ce côté-là. Il y a aussi d'autres systèmes, ça serait des magasins réservés. Des magasins réservés, soit des magasins privés avec conventionnement avec l'État, soit des magasins d'État. Alors là, ça en fait sursauter certains quand on dit ça, mais c'est le seul moyen pour arriver à sauvegarder cela. Ça c'est sur le modèle économique et social. Donc la présence de l'État reste très importante. Elle a poussé l'économie et la place de l'État reste importante. Cela dit, l'économie tunisienne est une économie libérale et on ne peut pas survivre sans une initiative privée forte. Donc le rôle de l'État, c'est aussi de créer des conditions pour le privé. Donc voilà, on ne peut pas. Vous avez parlé quand vous avez posé votre question, monsieur. Ah oui, vous êtes là. Vous avez parlé d'ultralibéralisme. En Tunisie, je pense que ça va droit de citer. Vous voyez là, aucun parti ne peut se proclamer ultralibéral aujourd'hui. Tout parti qui présente un programme économique et social, il met toujours une forte composante sociale. Alors attention, tout le monde n'est pas sur le même plan. Quand vous voyez le programme de Nahda, c'est un programme clairement libéral qui est pour le retrait de l'État sur tous les plans, et pour laisser tout ce qui est aide sociale à des associations. C'est exactement, à peu de choses près, ce qu'il y a chez les conservateurs américains. Les républicains américains, c'est ça. Compassionate conservatism, c'est ce modèle-là, c'est quand ils vous disent the government is not the solution, the government is the problem. C'est ça, c'est ce que disent les conservateurs américains. C'est exactement ce modèle-là. Et quand on arrive au retrait de l'État sur tous ces plans-là,
eh bien, c'est un État qui ne se fait pas respecter. Moi, je dis par exemple, les produits subventionnés. Il y a eu une crise à un moment sur les bouteilles de gaz. Les bouteilles de gaz, vous savez, la Tunisie n'est pas équipée de gaz de ville partout. Une ville comme Tunis, c'est quasiment équipée à 85%, mais une ville comme Sfax, la deuxième ville du pays, n'est pas équipée de gaz de ville à 85%. Il n'y a que 15% de la ville qui dispose du gaz de ville. Deuxième ville du pays, les poumons économiques du pays. Donc là, ces gens sont obligés d'utiliser les bouteilles de gaz. À un moment, il y a eu une grève à l'usine des bouteilles de gaz, après l'hiver. Donc imaginez ce que c'était pour des gens qui ne pouvaient acheter que ça. Alors ce produit étant subventionné, il est vendu à 7 dinars dans le commerce. Alors que le prix 7 dinars 5, alors que le prix est de 26 dinars, le prix de revient. Donc vous voyez, 20 dinars de subvention de l'État, faites le calcul pour voir ce que l'État met là-dedans. Eh bien on a vu au marché noir des gens vendre ces bouteilles à 10, puis 15, puis 20, puis le prix coûtant. Voilà. Donc un État qui ne se fait pas respecter, un État qui est absent, qui est trop faible, il laisse faire des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça, l'État doit revenir et on va dire que ces 2 ans de troïka ont considérablement affaibli l'État. L'État, c'est aussi celui qui doit faire respecter les règles. C'est aussi ça le rôle de l'État. Le rôle minimal, même dans une économie qui ferait un choix d'économie libérale, ça serait de faire respecter les règles. Quand il y a des produits subventionnés, ils doivent être vendus à ce prix-là et pas à des prix comme ça. Donc voilà, je donnais cet exemple qui était volontairement un exemple choquant pour montrer à quoi ça peut conduire. Donc maintenant, décentralisation. La décentralisation, bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans la Constitution, mais tout reste à faire. Bon, il faut encore voter une loi qui encadrera la décentralisation, comme les lois qu'il y a eu en 82 en France. Donc voilà, le principe, c'est que les collectivités locales vont avoir des conseils élus, à la fois au niveau des mairies, des vraiment élus, pas comme ceux qui existent aujourd'hui, vont avoir une autonomie de fonctionnement, contrairement à aujourd'hui où il y a un système centralisé, où une mairie doit demander l'aval du ministère de l'Intérieur pour faire passer son budget. C'est quand même ça la situation aujourd'hui. Donc il y a toute une culture d'autonomie qui doit exister. C'est assez proche du modèle français, avec possibilité de compensation, compétences entre les départements, compensation de l'État par rapport aux collectivités locales. Il y aura aussi des conseils de gouvernorat. Et justement, le principe qui a été décidé dans la Constitution, dernier mot, puisque la question a été posée, dernier mot qui a été décidé dans la Constitution, c'était créer des conseils de grandes régions. Pourquoi? Parce qu'on voit en France, la question se pose aussi. On trouve que les régions françaises sont trop faibles par rapport aux Länder allemands, par exemple. En raison de la taille, parce que en raison de la taille, bon voilà, donc il est question de fusionner les régions. Et bien en Tunisie, dans la Constitution, on a fait le choix de créer des grandes régions aussi pour permettre un meilleur essor économique. Alors ce qu'on avait proposé dans plusieurs programmes qui ont été présentés dans la campagne électorale, proposait que ces régions aillent d'est en ouest, pour justement accélérer la solidarité entre l'est du pays côtier, qui est relativement prospère, et l'intérieur, qui est relativement déshérité, très déshérité. Sauf le Grand Tunis, parce que, bon, qui serait une région... Oui, bon, mais chacune a ses spécificités, mais quand on compare à l'est, à Tunis, bon, à Naples, bon, c'est vrai que c'est pas... Bon, il faut des régions aussi qui soient cohérentes. Bon, sauf le Grand Tunis, qui en termes de population, bon, ça ne serait qu'une région refermée. Donc, là-dessus, sur la décentralisation, bon, ce que je veux dire, ce modèle, justement, si on arrive à le faire passer, ça serait un modèle qui permettrait justement d'accélérer les solidarités, et là, ce qui manque au pays, ça permettrait aussi de désenclaver ces régions. Parce que ça obligerait la partie prospère de l'Est à penser à la partie déshéritée de l'Ouest. Donc voilà, ça partirait là-dessus. Bon, puisqu'on me rappelle alors pour rendre la parole, je la rends, mais je suis prêt à répondre à d'autres questions sur cette question. On va passer au deuxième axe et après on prendra les questions. Nino, je vais juste dire 2 mots, mais vraiment je vais être très très bref. Sur les axes en économie, parce qu'on m'a posé la question sur notre programme au niveau du parti de Massal, nous on mise sur une révolution fiscale pour étant un des leviers pour trouver des fonds propres, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'évasion fiscale et énormément de déséquilibre entre ceux qui payent, parce que c'est les salariés qui payent quasiment aujourd'hui, qui participent à l'effort collectif, alors qu'il y a 380 000 forfaitaires qui échappent quasiment et qui ne participent pas. Il y a des secteurs pour nous qui sont à développer aujourd'hui, qui sont l'atout de la Tunisie. Il y a une nécessité à monter, à créer des pôles technologiques de pointe, et on sait qu'on a beaucoup de jeunes diplômés. Il va falloir réfléchir comment les faire investir dans ce qui est faisable. On ne va pas continuer à miser sur du textile ou de la délocalisation pour trouver de l'emploi. C'est pas ça qui va répondre aux vrais besoins. Il faut plutôt réfléchir en fonction de l'existant, de compétences qu'on a, dont on dispose et qui sont en train de partir.
ils sont de plus en plus captés par énormément de pays. Donc comment, au lieu qu'ils partent, autant que ces pays-là investissent dans des pôles technologiques avec nous, et nous, on travaille, on réfléchit la chose en ce qu'on appelle les 3P, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Comment faire venir une entreprise aujourd'hui à Ardei, Fourguet, alors, ou à Tataouine, ou Medni, ou Rira, alors qu'elle a des compétences ne veulent pas y aller. Pourquoi ils ne veulent pas y aller? Tout simplement parce que c'est comme monsieur tout le monde, il a besoin d'avoir son environnement de vie pour son enfant, pour lui et autres. Donc il y a un travail de désenclavement de ces régions-là pour que des gens viennent s'installer, et à partir de là, vous avez les capitaux privés qui arrivent, les investisseurs qui arrivent. L'État a un rôle stratège en termes de choix économique du pays. Donc il y a ces pôles-là qui sont à développer, il y a une industrie qui fonctionne très très bien en Tunisie. Et moi je sais que le marché africain est pour nous fondamental dans cette vision-là, c'est tout ce qui est biotechnologique, c'est-à-dire le médicament. Il y a énormément de petites entreprises de fabrication de génériques et autres en Tunisie, et aujourd'hui c'est un secteur sur lequel on doit miser. C'est un secteur qui fait travailler aussi bien des cadres supérieurs, des pharmaciens et autres, mais aussi des techniciens, et également des ouvriers, et également de l'administratif, de la compétence en marketing, de la compétence en commercial, et qui fait appel à tout le panel de gens formés, et qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, contrairement à ce qu'on pense. Si on veut le développer, c'est un secteur qui est à développer. Il y a également les énergies renouvelables, parce qu'en 2020, on arrive au bout de nos ressources pétrolières s'il n'y a pas d'autres découvertes dans les années à venir. Donc, il y a un objectif qui se fixait la Tunisie, c'est 30% du parc à développer en éolien et en solaire. Moi, je dis qu'on pourrait aller plus loin, et que la réponse pour les régions ou les maisons qui sont isolées aujourd'hui, donc qui ne disposent pas d'eau, d'électricité, ça va être aussi de réfléchir sur la ruralité pour qu'on la fixe, c'est-à-dire que les gens n'aient pas besoin de quitter leur village pour aller en ville, aussi en trouvant des compléments de revenus grâce à du solaire et de l'éolien pour les petits agriculteurs. Si l'agriculteur devient lui-même producteur et vend sa petite production, il peut compléter son revenu et rester sur ses terres, et que ses enfants aient envie d'en vivre après. Autrement, il faut rendre ça attractif pour les jeunes et leur permettre de trouver d'autres solutions de rechange en termes de revenus et d'amélioration de confort de vie et autres. Il y a également il y a énormément de chantiers sur lesquels il y a des réponses apportées et chiffrées, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on a 1,5 million de personnes qui sont dans le travail informel. Et c'est énormément de ressources perdues pour l'État en termes de fiscalité et en même temps de précarité pour ces personnes-là. Et aujourd'hui, si on ne réfléchit pas en économie solidaire et en insertion, on est tous, dans nos familles, on a tous quelqu'un qui travaille qui n'est pas déclaré. Sur les chantiers, il y a 500 000 personnes qui ne sont pas déclarées. Le premier incident de travail, et ils se retrouvent parfois handicapés, ils n'ont pas de droit. C'est tout le monde qui est perdant. L'État qui ne perçoit pas les taxes et les impôts, et donc du manque à gagner pour construire des hôpitaux et des routes, mais également le salarié lui-même qui se retrouve handicapé parfois et qui se retrouve tributaire de l'aide sociale pour survivre après. Donc il faut aider le secteur du bâtiment aujourd'hui dans sa refonte et rendre le secteur attractif pour les jeunes l'intègrent, donc réfléchir plutôt formation, insertion, travail et accompagnement, et en même temps permettre de remettre. Il y a un chantier, il y a beaucoup de réponses, beaucoup de ressources qui existent. Il faut qu'on ait confiance dans notre pays parce que la ressource existe. Mais pour cela, il faut qu'on travaille les uns avec les autres.